Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur CCTV français. Pour commencer, entendons-nous en Syrie où le cessez-le-feu décisif est globalement bien respecté depuis qu'il a pris effet samedi. Toutefois, plusieurs endroits dans le pays ont été touchés par des bombes et il y aurait 10 morts et 10 blessés parmi les civils selon un média local. 6 victimes se trouvent dans la province de Hama et une à Alep. Les forces syriennes continuent à bombarder des cibles de l'EI puisque les terroristes sont exclus de cessez-le-feu. Le média d'État indique qu'il y a eu 35 extrémistes tués dans la province de Hama et plusieurs véhicules de l'EI détruits. Un groupe d'observation des droits de l'homme a ajouté que la coalition menée par les États-Unis avait réalisé 10 frappes aériennes contre l'EI samedi. Le cessez-le-feu a été négocié par la Russie et les États-Unis et accepté par 97 groupes rebelles armés et le gouvernement syrien. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, pense que toutes les parties engagées dans le conflit syrien sont sérieuses dans leur engagement pour continuer le cessez-le-feu. Il a déclaré cela après que l'EI a revendiqué la responsabilité d'un attentat au camion piégé dans le centre de la Syrie à minuit vendredi. La trêve exclut l'EI ainsi que le front Nusra, une branche d'Al-Qaïda en Syrie. La première nuit et la première journée a donné sans doute une sensation que tous les gens sont très sérieux à vouloir regarder à ce feu avec énorme attention. Et ils sont en train de travailler jour et nuit pour monitoriser tous les accidents qui sont rapportés et quand il y a, pour voir quels sont des vrais accidents et comment on peut surtout les contrôler. On avait toujours prévu, et on avait prévu déjà depuis hier, qu'un cessez-le-feu comme celui-ci, en général un cessez-le-feu, peut avoir plein de moments difficiles. Je dois dire, sur la base d'un conflit de 5 ans, et ce que j'ai vu jusqu'à présent est assez confortant en comparaison avec ce qu'on a vu dans le passé. Pensez bien, chaque jour, je dis chaque jour, en Syrie, 60 à 80 personnes mouraient dans les combats ou dans les bombardements. Et je pense que l'impression que nous avons aujourd'hui, que la situation est très différente. Mais évidemment, chaque jour doit être vérifié. Merci beaucoup. Samedi, la Macédoine a rouvert ses frontières aux demandeurs d'asile irakiens et syriens bloqués en Grèce quelques heures après des manifestations pacifiques du côté grec. La Macédoine avait fermé ses frontières pendant 3 jours quand les autres pays des Balkans avaient décidé d'imposer des restrictions aux droits de passage. Les autorités macédoniennes disent qu'un train transportant plus de 350 réfugiés a quitté la ville frontalière de Jevgelizra et est en route pour Tapanovs, le dernier checkpoint au nord de la Macédoine, à la frontière avec la Serbie. Les responsables macédoniens disent vouloir s'aligner sur la Serbie quant au nombre de personnes qui seront autorisées à transiter. Dans la ville de Calais, les autorités françaises ont commencé à passer dans un camp de migrants pour informer ces derniers qu'ils devaient quitter les lieux. Un juge français a en effet approuvé le démantèlement du campement de fortune surnommé la Jungle. Cependant, des organisations humanitaires font savoir que de telles expulsions vont à l'encontre des droits fondamentaux des migrants. C'est une grande inquiétude. Il fait encore drôlement froid. On est encore en période hivernale. Comment un juge peut-il accepter de faire ça en période hivernale, sachant qu'il y a beaucoup d'enfants, de femmes, de petits et de mineurs isolés? La date butoir a été atteinte mardi. Les migrants auraient dû quitter la partie sud du camp, une zone située aux abords de cette ville portuaire du nord de la France. Les autorités ont fait savoir que si nécessaire, elles auraient recours à la force pour déplacer les migrants dans un camp de conteneurs situé à proximité ou dans d'autres structures d'accueil. Des ONG estiment que 3400 migrants vivent dans la partie du camp qui doit être détruite, soit 3 fois plus que les données officielles. Le groupe somalien Al-Shabaab a fait exploser une bombe devant un parc très près d'un hôtel à Mogadiscio, tuant au moins 9 personnes et faisant un grand nombre de blessés.
Les combattants du groupe islamiste des Shabab ont fait exploser une bombe vendredi devant un parc près d'un hôtel de la capitale. L'explosion a provoqué de la fumée dans la ville. Au moins 9 personnes ont été tuées. Le major de la police Ahmed Abdoulaye a dit qu'il a compté au moins 9 morts. Et selon lui, les assaillants ont été tués par la police. Al-Shabaab dit que ses combattants sont derrière l'attaque et aussi qu'ils ont investi l'hôtel. Les murs de l'hôtel de la Ligue des jeunes de Somalie ont été endommagés et un véhicule a explosé près du parquet où se trouvaient de nombreux jeunes. Des coups de feu ont éclaté après l'explosion. Al-Shabaab a souvent pris pour cible Mogadiscio le vendredi, journée où les gens se rassemblent dans les restaurants et les hôtels avec leurs amis et leurs familles. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a célébré son 92e anniversaire avec une fête luxueuse et très haute en couleurs. Bon anniversaire, Monsieur Mugabe. Des milliers de gens ont été reçus pour l'occasion avec de la musique et des danses dans la ville de Masvingo, sud-est du pays, à 300 km de la capitale Harare. Le dirigeant a déclaré que son gouvernement allait tout faire pour inverser la courbe de la faim dans le pays. Mais l'opposition a critiqué cette réception luxueuse. La province de Masvingo est en effet l'une des zones les plus touchées par la sécheresse. Mais M. Mugabe a aussi promis de réunir son parti, le ZANU-PF, pour discuter de sa succession. Le factionnalisme, et je répète, le factionnalisme n'a pas lieu d'être. Il n'y a aucune place pour le factionnalisme dans notre parti, le ZANU-PF. Il ne devrait pas pouvoir exister. Le président nigérian Muhammadu Buhari s'est rendu au Moyen-Orient pour discuter d'une baisse de la production de pétrole brut par les pays membres de l'OPEP. Cette visite pourrait être la plus importante depuis que Buhari est devenu président du Nigeria l'année dernière. Cet accord devait se conclure par une réduction de la production qui favoriserait la remontée des cours du pétrole brut. C'est peut-être la visite la plus importante du président du premier producteur africain de pétrole. La première étape de sa tournée dans le Golfe est l'Arabie Saoudite qui joue un rôle important au sein de l'OPEP. Buhari espère convaincre l'Arabie Saoudite et le Qatar que geler la production de pétrole permettrait de stabiliser les prix mondiaux du pétrole brut. Toutefois, l'Arabie Saoudite a refusé de baisser sa production pour stimuler les prix du pétrole brut. Avançons juste qu'elle perdra des parts de marché si ses concurrents ne suivent pas cette même politique de réduction. Avant le départ du président Buhari du Nigeria, son gouvernement a fixé la production de pétrole à 2,2 millions de barils par jour. De l'instant où le président nigérian est entré en fonction, son administration a donné l'alerte rouge concernant les coffres vides de l'État. L'économie que le président Buhari a héritée continue de souffrir de la chute des prix du pétrole brut. Qu'apporte la mobilisation des membres de l'OPEP au Nigeria? Gardez à l'esprit que le budget est basé sur un prix de référence de 38 $ le baril. Les prix du pétrole brut sont passés en dessous de cette référence. Nous avons donc un énorme déficit qui doit être financé au-delà des prix du pétrole. Même avec un baril à 38 $, il y avait un déficit de près de 2,2 milliards de naira qui a dû être financé. Maintenant, les prix du pétrole ont chuté en dessous de 38 $ le baril, ce qui signifie que le déficit budgétaire est plus important. Les ventes de pétrole brut représentent 95% de nos réserves en dollars. Donc, si les cours de pétrole continuent d'être aussi bas, la monnaie nationale du Nigeria, le Naira, va continuer de baisser. Cependant, convaincre le pays membre le plus important de l'OPEP, l'Arabie Saoudite, de réduire sa production s'avère très compliqué pour le président Buhari. Les Saoudiens n'ont pas l'intention de réduire la production. Le ministre saoudien du pétrole a annoncé mercredi que l'Arabie Saoudite n'entend pas réduire la production de pétrole. Immédiatement après l'annonce, les cours du pétrole sont montés à 33 $. Tandis que les discussions sur le gel de la production ont débuté, les observateurs de l'industrie pensent toutefois qu'il existe un terrain d'entente pour un gel de la production. C'est un bon début. Ce que les pays de l'OPEP doivent faire, c'est de regarder leur production et prendre les mesures appropriées pour stabiliser les cours du pétrole. Ils souffrent tous de la chute des prix du pétrole, mais que l'Arabie Saoudite, premier exportateur mondial, ait donné son accord de principe pour un gel de la production est un pas en avant. Les pays membres de l'OPEP représentent 40% de la production mondiale de pétrole brut et 73% des réserves pétrolières mondiales connues sont détenues par l'OPEP, faisant de ce bloc celui qui influence les prix mondiaux du pétrole.
Boiry pourrait terminer sa visite avec ou sans accord. Une autre opportunité s'offre toutefois à lui. Il s'agira d'utiliser sa stratégie de gel de la production au prochain sommet de l'OPEP le mois prochain au Qatar. Le nouveau président de la FIFA, Gianni Infantino, a exprimé sa confiance sur sa capacité à rétablir rapidement la réputation de la FIFA lors d'une interview exclusive avec notre journaliste Dan Williams. Il fait face à l'énorme tâche de réformer et d'unifier le monde du football après l'ère Sepp Blatter. Je vais commencer par retrousser mes manches, à travailler car il y a beaucoup à faire ici à la FIFA et je suis très heureux de commencer aujourd'hui. Je faisais aussi partie du comité de réforme de la FIFA, donc je sais exactement ce qui est nécessaire, je sais exactement ce qui doit être fait et quand exactement cela doit être fait depuis aujourd'hui. Donc nous allons mettre en place les réformes et la nouvelle ère a commencé. Je suis sûr que l'image et la réputation de la FIFA seront rétablies très rapidement. De nouveaux cas d'infection au virus Zika ont été signalés dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine. Selon les autorités de la santé locale, les 2 patients sont des sino-vénézuéliens âgés de 8 et 6 ans. Ils sont désormais en quarantaine et dans un état stable. Pour les experts, le risque d'une propagation du virus est relativement faible puisque le moustique porteur du virus n'est pas encore actif en raison des faibles températures dans le pays. Justement, la dengue et le virus Zika sont 2 fléaux qui touchent des dizaines de milliers de personnes au Brésil et en particulier celles vivant dans des communautés pauvres avec des conditions sanitaires insalubres. Voici le quartier de Lajeado à Sao Paulo. Déjà cette année, il a enregistré le plus grand nombre de cas de fièvre de l'épidémie de dengue. Celle-ci se propage par le même moustique qui est porteur du virus Zika. Et les autorités déclarent qu'il n'y a pas de coïncidence. Il s'agit là de l'une des zones les plus pauvres de la ville la plus riche du Brésil. Et la même chose se passe dans les autres grandes villes du Brésil, telles que Recife. Les populations les plus pauvres sont fréquemment les plus lourdement touchées par la dengue ou le virus Zika, toutes propagées par le moustique. Une zone à la population extrêmement dense, avec des pénuries d'eau et des infrastructures d'égout manquantes, sans parler d'une collecte des ordures mal organisée. C'est exactement le genre de lieu où le moustique, porteur de la maladie, comme l'Aedes aegypti, trouve tout ce dont il a besoin pour se reproduire, se développer et infecter les gens. Cette retraitée et sa petite fille sont toutes 2 récemment tombées malades à cause de la dengue. Désormais, elle espère seulement qu'elle ne contractera pas le virus Zika. Je pense que la propagation de maladies a un lien avec cette eau qui empeste et près de laquelle nous devons vivre. C'est horrible. Je sais que chez moi, je fais attention à ne pas avoir de lieu où les moustiques vont se reproduire. J'aimerais que les autres habitants fassent de même, car si je le fais, mais pas mes voisins, alors cela ne sert à rien. Cet expert en maladies infectieuses déclare que le manque de sanitaires est une grosse partie du problème, mais s'inquiète également du manque d'informations au sein de la communauté. Un gros problème est la qualité de l'éducation de ces campagnes qui visent à lutter efficacement contre ces moustiques. Il est essentiel d'avoir l'implication de la communauté pour détruire les sites de production et c'est souvent plus difficile quand les gens ont moins d'informations. Incapables de faire face à la propagation du moustique et des maladies qui en résultent, les autorités de Sao Paulo ont installé des tentes d'urgence pour les personnes les plus touchées afin de tenter au moins d'identifier les cas. Cette femme au foyer s'est réveillée avec les symptômes et est venue ici pour subir un examen. Il y a de nombreuses zones ici avec des découps à l'air libre et des tuyaux bouchés que les autorités de la ville ne nettoient pas assez souvent. Et aussi beaucoup d'ordures dans les rues. Je pense que c'est pourquoi cette région a tant de cas de dengue. Le Brésil a les plus hauts niveaux d'inégalité des revenus. Désormais, il semble que la dengue et le virus Zika deviennent les nouveaux repères séparant les riches des pauvres. Une comédie chinoise qui parle aussi de la protection des océans continue de faire un tabac au box-office. La sirène a dépassé les 3 milliards de yuans, soit 460 millions de dollars de recettes en 19 jours. Le film raconte l'histoire d'un promoteur qui tombe amoureux d'une sirène et qui finalement va se joindre aux efforts de cette dernière pour arrêter l'exploitation destructive de l'humanité. Le film a été réalisé par l'acteur hongkongais Stephen Chow et c'est le film le plus rentable de l'histoire dans la partie continentale de Chine.
D'ici 2017, la Chine deviendra le plus important marché du cinéma au monde devant les États-Unis. Toutefois, il ne s'agit que de la pointe de l'iceberg. Le revenu des Chinois a augmenté, ainsi que la demande pour toute forme de divertissement culturel, des films à la télévision, aux livres et à la musique. Ils connaissent tous une croissance importante et les capitaux affluent. Depuis plusieurs décennies, les superproductions hollywoodiennes capturent l'imagination et le porte-monnaie des Chinois. À l'heure actuelle, cette tendance s'inverse. Grâce aux films locaux, le box-office chinois a pulvérisé le record mondial des ventes dès la première semaine. Une comédie burlesque portant sur des sirènes, réalisée par le légendaire cinéaliste et le comédien hongkongais Stephen Chow, a engrangé plus de 2,8 milliards de yuans au box-office. C'est une histoire simple, elle parle de la bonté du cœur et de l'amour invincible. On a fait preuve d'énormément de créativité dans le processus de réalisation du film. Le film raconte nos expériences de la vie de tous les jours en incluant des éléments tels que l'air et l'eau. Auparavant en Chine, aller au cinéma était un luxe. Maintenant, c'est devenu le central de l'industrie du cinéma mondial. D'Hollywood à Bollywood, les investisseurs et réalisateurs sont prêts à s'immerger dans le marché chinois. La culture et l'industrie du divertissement en Chine sont en pleine évolution. La génération jeune et techno de la Chine se tourne de plus en plus vers l'Internet pour se divertir. De l'émission Tipa la plus regardée en Chine, qui touche l'égalité des sexes, au très populaire talk show qui propose des sujets d'actualité. Peu importe la plateforme qui peut offrir le meilleur contenu, les consommateurs vont se ruer vers cette plateforme. Cela signifie que les capitaux et l'expérience en production audiovisuelle ne feront pas d'efforts. Selon les analystes, étant donné le vaste potentiel de la culture et du marché du divertissement chinois, que vous soyez des titans d'Hollywood, fournisseurs de contenu chinois, ou des réalisateurs indépendants et inconnus en Europe, il y a littéralement de la place pour tout le monde. La tournée en Chine de la Royal Shakespeare Company est d'organiser un moment bien particulier puisque cette année marque le 400e anniversaire de la mort de William Shakespeare, mais aussi celle du légendaire auteur dramatique chinois Tang Xianzu. À cette occasion, le Centre national des arts du spectacle de Beijing propose une initiative culturelle croisée. Les Chinois se montrent désireux de participer à la commémoration de William Shakespeare. La tournée de la Royal Shakespeare Company comprend d'ailleurs 3 pièces de l'auteur britannique. La compagnie théâtrale présentait Henri IV, première partie, Henri IV, deuxième partie, et Henri V. Les représentations ont eu lieu au Centre national des arts du spectacle de la capitale chinoise, puis la troupe s'est dirigée vers Shanghai et Hong Kong. Pour les comédiens, le rideau tombé ne marque pas pour autant la fin de leur mission. Je pense que nous, à la Royal Shakespeare Company, sommes vraiment disposés à ne pas nous contenter de simplement venir faire une tournée en Chine, puis rentrer chez nous. Nous voulions voir s'il y avait un moyen de collaborer plus profondément. Une collaboration qui consiste aussi à organiser un atelier à Beijing au sein duquel comédiens chinois et britanniques peuvent jouer ensemble leurs textes dans leurs langues respectives. Jusqu'à maintenant, cela a été bien accueilli de la part de différentes personnes de la communauté théâtrale chinoise. Nous nous sentons donc bien intégrés. J'espère que cela sera le début de quelque chose de très enthousiasmant. De plus, la Royal Shakespeare Company a mis sur pied une initiative culturelle d'1 an baptisée Un dialogue entre l'Est et l'Ouest, Shakespeare et Tang Xianzu. La pièce la plus représentative du dramaturge chinois, parfois appelé le Shakespeare de l'Orient, s'appelle Le Pavillon au pivoine ou Mudanting. Cette œuvre qui met en scène une intrigue amoureuse n'est pas sans rappeler l'esprit de Roméo et Juliette de Shakespeare. Cette fois, nous avons des forums de théâtre dans lesquels participent des artistes britanniques et chinois, des ateliers, des cours donnés par des maîtres. Nous souhaitons que ces activités diverses aident les participants à mieux comprendre Shakespeare et Tang Xianzu.
De plus, un nouveau travail théâtral réunissant les deux dramaturges sera présenté en octobre. Il s'agit du fruit de la collaboration du Centre des Arts du Théâtre de Shanghai et de la troupe théâtrale britannique du Gecko. Les conservateurs ougandais s'inquiètent du déclin de la population de chimpanzés dans le pays en raison de l'activité humaine. Les humains poussent les chimpanzés à fuir leur habitat et à être exposés aux braconniers. Les chimpanzés sont recueillis dans des lieux comme ce sanctuaire du centre de l'Ouganda. La mère et l'enfant, cette femelle chimpanzé a été sauvée des braconniers. Le nouveau-né porte à 49 la population de ce sanctuaire. Les conservateurs disent que c'est un petit pourcentage de cette espèce en danger. L'Ouganda abrite 5000 chimpanzés dans la nature et c'est pourquoi notre attention se porte envers ces espèces en danger. Si nous ne faisons pas ce qu'il faut, nous risquons de les perdre dans quelques années. La pression augmente sur les ressources naturelles et cela explique la diminution du nombre de chimpanzés. Et à mesure que la forêt disparaît, les animaux sont plus vulnérables face aux braconniers. Les conservateurs regardent aussi la possibilité de travailler avec des communautés avant de réintégrer les chimpanzés dans leur habitat naturel. Le seul plan que nous ayons est de les réintroduire dans la nature, mais ils se sont déshabitués. Il est difficile de les réintroduire comme ça, loin des communautés humaines. En 2012, les autorités du Soudan du Sud ont intercepté 4 chimpanzés en transit vers le Moyen-Orient. Ils ont depuis été intégrés au sanctuaire. Notre but est de garantir qu'ils sont à l'abri dans leur habitat naturel. Et nous ne voulons pas conserver ce sanctuaire pendant trop longtemps. J'espère qu'un jour, ils seront tous retournés dans la nature. Mais la lutte doit continuer et les chimpanzés continueront encore longtemps à vivre dans ce sanctuaire, faute de mieux. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite programme.